À son mariage, ma sœur a hurlé, « Voici ma sœur, mère célibataire et fauchée. » Ma mère a ri, « Qui veut bien la ramener chez lui ?» Les invités étaient morts de rire. Alors le marié s'est levé, a pris la main de mon fils et a dit, « C'est moi qui les prends. » Ce qui s'est passé ensuite a dépassé l'imaginable. Au mariage de ma propre sœur, elle m'a humiliée devant des centaines d'invités. Sa voix, mielleuse et cruelle, a résonné dans la grande salle, « Voici ma sœur, mère célibataire et fauchée. » Ma mère, à ses côtés, a ri. Un rire aigu et méprisant. « Qui veut bien la ramener chez lui ?» a-t-elle ajouté, comme si j'étais un objet d'occasion. Les invités ont ri, un bruit terrible qui m'a transpercé le cœur. Mon fils de 10 ans a serré ma main, ses petits doigts tremblants. J'étais sur le point de m'effondrer. C'est alors que le marié, son fiancé, s'est levé. Il a traversé la salle, a pris la main de mon fils et a dit d'une voix forte et claire, « C'est moi qui les prends. » Ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Avant de vous raconter en détail comment nous en sommes arrivés à ce moment incroyable, j'aimerais prendre une seconde pour vous saluer. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi de voir jusqu'où mes histoires voyagent et de me sentir connecté à vous, où que vous soyez. Maintenant, revenons en arrière. Quelques semaines avant ce mariage désastreux. Ma vie tenait dans un petit appartement de la rue des Pêcheurs, ici à Bayeux, en Normandie. Un 3 pièces modeste au 2e étage d'un vieil immeuble en pierre, avec des fenêtres qui donnaient sur une cour pavée. Ce n'était pas grand, mais c'était notre sanctuaire, à moi et à mon fils, Léo. À 32 ans, j'étais comptable à mon compte. Mon bureau était un coin du salon, une simple table en bois encombrée de dossiers, d'une calculatrice fidèle et d'une tasse à café ébréchée. C'était là que je passais la plupart de mes journées, et souvent une partie de mes nuits, à jongler avec les chiffres pour assurer un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture dans nos assiettes. Ce n'était pas une vie de luxe, loin de là. Chaque euro comptait. Je connaissais par cœur le prix du lait et du pain. Mes vêtements venaient de friperies et nos sorties se limitaient à des pique-niques dans le parc ou des promenades le long de l'Or. Mais c'était une vie riche d'une chose que l'argent ne pouvait acheter, l'amour. Quand Léo, mon petit garçon de 10 ans aux yeux pétillants de malice, rentrait de l'école, l'appartement s'illuminait. Son rire était la plus belle des musiques, ses câlins le plus précieux des trésors. Il était mon soleil, ma boussole, ma raison de me lever chaque matin et de me battre contre vent et marée. Depuis le décès de mon père d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, nous n'avions plus que l'un l'autre. Il était le seul homme de ma vie, et je savais que je ferais n'importe quoi pour lui. Notre petit équilibre, si chèrement construit, a été brisé par un appel téléphonique un mardi après-midi. Le nom « Maman » s'est affiché sur mon écran. J'ai senti mon estomac se nouer. Chaque conversation avec ma mère, Martine, était une épreuve. J'ai pris une grande inspiration, comme un plongeur avant de sauter dans l'eau glacée, et j'ai décroché. « Amélie ?» Sa voix était aussi nette et froide qu'un matin de janvier. « J'espère que je ne te dérange pas en plein milieu de tes petites affaires. » Le mépris dans sa voix était à peine voilé. Pour elle, mon travail n'était qu'un passe-temps insignifiant. « Non, maman. Tout va bien. »« Comment vas-tu » ai-je répondu, adoptant le ton neutre que j'avais perfectionné au fil des ans. « Ta sœur Chloé et son fiancé, Julien, viennent dîner samedi. Tu viens, bien sûr. » Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Et amène Léo. Essaie de lui mettre une chemise correcte, pour une fois. Il faut faire bonne impression. Chloé. Ma petite sœur. La prunelle des yeux de ma mère. Belle, ambitieuse, et sur le point d'épouser un homme que notre mère décrivait comme un excellent parti. Un avocat d'affaires parisien, Julien Dubois, issu d'une famille respectable. Tout ce que je n'étais pas, nous serons là, maman. À quelle heure ? 19h30. Et ne soyez pas en retard. Julien est quelqu'un d'important, nous ne voulons pas lui donner une mauvaise impression de la famille. Le sous-entendu était d'une clarté brutale, ne sois pas toi-même. Ne sois pas la mère célibataire qui compte ses sous. Ne sois pas la femme fatiguée qui porte des vêtements de seconde main. Sois quelqu'un d'autre, juste pour une soirée. J'ai raccroché,
le cœur lourd d'une lassitude familière. Léo est entré dans la pièce à ce moment-là, un dessin de château fort à la main, avec des tours et des remparts dessinés avec une application touchante. C'est pour toi, maman. Pour ton bureau. Il me l'a tendu avec un grand sourire. Sur le dessin, une reine avec des cheveux bruns comme les miens se tenait au sommet de la plus haute tour. Elle n'avait pas l'air fatiguée ou inquiète. Elle avait l'air forte et invincible. J'ai serré mon fils dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux qui sentaient le shampoing à la pomme. Pour lui, j'étais une reine. Et pour lui, j'irais affronter n'importe quel dragon, même ceux qui portaient le masque de ma propre famille. Je me suis promis que, quoi qu'il arrive samedi, je garderais la tête haute. Mais je ne savais pas que ce dîner n'était que le prélude d'une tempête qui allait menacer de détruire le peu de confiance que j'avais réussi à construire. Comment un simple repas de famille pouvait-il déclencher une telle chaîne d'événements? Le samedi soir est arrivé bien trop vite. J'ai passé une heure précieuse que j'aurais dû consacrer à un dossier urgent, à choisir une tenue qui pourrait passer l'inspection de ma mère. J'ai finalement opté pour une robe bleu marine simple mais élégante, une perle rare dénichée en solde quelques mois plus tôt. J'ai mis à Léo la chemise à carreaux qu'il détestait, mais qu'il a accepté de porter avec un soupir résigné, pour toi, maman. En nous garant devant la grande maison de ville de ma mère sur la place de la Liberté, une bâtisse imposante en pierre de Caen qui semblait me juger de ses hautes fenêtres, j'ai pris une profonde inspiration. Prêt, mon champion? Ai-je demandé à Léo, en lissant une mèche rebelle sur son front. Il a hoché la tête, son petit visage inhabituellement sérieux. On est une équipe, maman. Ces mots étaient mon armure. À peine la porte ouverte, le spectacle a commencé. Martine, impeccable dans un tailleur pantalon coûteux, nous a toisé de la tête aux pieds. Son regard s'est attardé une seconde de trop sur mes chaussures. Amélie. Ta robe est sobre. Léo, tiens-toi droit. Chloé est apparue derrière elle, telle une vision. Resplendissante dans une robe de créateur d'un rouge éclatant, elle semblait flotter. Elle m'a gratifié d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et m'a à peine jeté un regard. Son attention était entièrement tournée vers l'homme qui se tenait à ses côtés. Julien Dubois. Il était encore plus impressionnant en personne que dans la description dithyrambique de ma mère. Grand, des cheveux noirs coupés courts, une mâchoire carrée et un costume parfaitement taillé qui criait le succès. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas son apparence, c'était son regard. Des yeux noisettes, vifs et intelligents, mais surtout, une lueur de gentillesse et de chaleur que je n'attendais pas dans ce monde de faux-semblants. Amélie, voici Julien, a dit Chloé d'un ton possessif, en s'accrochant à son bras. Julien, ma grande sœur, Amélie. Et son fils, Léo. Le mot « fils » a été prononcé avec une pointe de pitié condescendante, comme si c'était une tare. Julien m'a tendu la main. Sa poignée était ferme et chaleureuse. Enchantée, Amélie. Chloé m'a beaucoup parlé de vous. Puis, il a fait quelque chose qui a stupéfié ma mère et ma sœur. Il s'est tourné vers Léo et s'est accroupi pour être à sa hauteur. Ce simple geste de respect a créé une fissure dans l'atmosphère glaciale. Salut Léo. J'ai entendu dire que tu construisais des châteaux forts. C'est vrai? Les yeux de Léo, d'habitude si timide en présence d'étrangers, se sont illuminés. Oui. Je suis en train de faire le donjon du château de Bayeux. Avec un pont-levis qui marche vraiment avec des ficelles. Incroyable, a dit Julien avec un sourire sincère qui a transformé son visage. J'adorais faire ça quand j'avais ton âge. J'avais même essayé de construire un trébuchet, mais j'ai failli casser une fenêtre. Il faudra que tu me montres tes plans. Pour la première fois de la soirée, Léo a ri. Un vrai rire, clair et heureux. Mon cœur s'est un peu desserré. Cet homme, ce parfait inconnu, avait montré plus d'intérêt et de respect pour mon fils en 30 secondes que ma propre famille en 10 ans. Le dîner fut une épreuve, comme prévu. Martine et Chloé ont monopolisé la conversation, un duo bien rodé dans l'art de l'autocélébration. Elles ont parlé des préparatifs extravagants du mariage, de la liste d'invités prestigieux, de leurs amis fortunés, de leur récent voyage à Dubaï. J'étais invisible, un fantôme à leur table, hochant la tête poliment de temps en temps. Chaque phrase semblait conçue pour me rappeler ma propre situation financière précaire.
À un moment, Chloé a dit en riant, « Heureusement, Amélie n'a pas ce genre de problème. » Planifier un anniversaire chez MC Do, c'est plus simple, non? J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai serré ma fourchette, mes jointures blanchissant. Mais avant que je puisse formuler une réponse cinglante, Julien a pris la parole, son ton calme et posé. En fait, je pense que gérer un budget serré demande beaucoup plus de talent, de créativité et d'intelligence que de simplement signer des chèques. C'est un vrai défi. Amélie, je suis sûre que vous êtes une excellente gestionnaire. Le silence est tombé. Chloé l'a regardé, surprise et visiblement agacée. Ma mère a pincé les lèvres. Il m'avait défendu. Subtilement, mais fermement. J'ai levé les yeux et nos regards se sont croisés par-dessus la table. Il m'a fait un clin d'œil presque imperceptible. La soirée s'est terminée dans une atmosphère tendue. Alors que nous nous préparions à partir, Léo a fièrement montré à Julien un petit dessin de catapulte qu'il avait fait sur un coin de serviette en papier. Julien l'a examiné avec le plus grand sérieux. C'est un excellent design, Léo. Le contrepoids est bien positionné. Garde-le précieusement. Alors que nous étions dans l'entrée, Julien m'a de nouveau serré la main pour me dire au revoir. Il a retenu ma main une seconde de plus que nécessaire. On ne se serait pas déjà rencontré quelque part, a-t-il demandé à voix basse, pour que les autres n'entendent pas, votre visage m'est incroyablement familier. J'ai froncé les sourcils. Je ne pense pas. Je n'oublierai pas, peut-être, a-t-il dit, son regard intense. Mais j'ai cette étrange impression de déjà-vu. Comme un écho. Sa question a tourné en boucle dans ma tête tout le chemin du retour. Était-ce juste une phrase banale, une tentative de politesse? Ou y avait-il quelque chose de plus, un lien invisible que je ne parvenais pas à identifier? Les jours qui ont suivi ce dîner ont apporté une nouvelle forme de torture, plus insidieuse. Chloé a décidé, avec l'approbation enthousiaste de ma mère, que puisque je travaillais de la maison et que j'avais donc plein de temps libre, une affirmation qui m'a fait rire amèrement, je serais la personne idéale pour gérer la logistique de son mariage. Ce n'était pas une demande, c'était un décret. Du jour au lendemain, je suis devenue sa planificatrice de mariage non rémunérée. Mon petit appartement, déjà à l'étroit, s'est transformé en quartier général de l'opération « Mariage parfait de Chloé ». Les piles de mes dossiers clients ont dû partager l'espace avec des échantillons de faire-part, des devis de traiteurs et des catalogues de fleurs. Ma vie est devenue un cauchemar logistique. Je passais mes journées à jongler entre les déclarations de TVA de mes clients et les appels téléphoniques interminables. Je devais négocier avec des fournisseurs, confirmer des réservations, et surtout, supporter les caprices de ma sœur. Elle changeait d'avis toutes les 5 minutes, exigeant des choses impossibles avec le ton d'une reine s'adressant à sa servante. Martine, quant à elle, se contentait de superviser de loin, estimant que ces tâches, vulgaires, étaient indignes de son statut. Je croulais sous le stress. Les nuits se raccourcissaient, le café devenait mon meilleur ami. Je le faisais pour maintenir une paix familiale fragile, pour que Léo ne subisse pas les foudres de sa grand-mère et de sa tante. Mais la reconnaissance était un concept étranger à ma famille. Pour elle, j'étais simplement l'assistante, la bonne à tout faire, et mes efforts étaient considérés comme indus. C'est au milieu de ce chaos que le coup le plus bas, le plus vil, est arrivé. Un après-midi, alors que j'essayais de finaliser un bilan comptable urgent, j'ai reçu un appel de Monsieur Durand. C'était mon plus gros client, un entrepreneur local respecté dont les contrats me permettaient de payer mon loyer et de remplir le réfrigérateur chaque mois. Sa voix, d'habitude si cordiale et enjouée, était étrangement distante et formelle. Amélie, bonjour. Écoutez, je vous appelle car j'ai eu vent de certaines choses. Des rumeurs, si vous voulez. On me dit que vous êtes très débordée en ce moment. Des problèmes personnels, familiaux importants. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Monsieur Durand, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon travail pour vous est et a toujours été ma priorité absolue. On m'a laissé entendre que vous pourriez ne plus être aussi fiable qu'avant. Que votre situation de mère célibataire, combinée à ses soucis familiaux, vous rendait instable. Instable. Mère célibataire. Ces mots, prononcés avec une fausse sollicitude, étaient comme des poignards empoisonnés. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu utiliser ces termes précis.
Une seule personne assez cruelle pour s'attaquer à mon gagne-pain, à la seule chose qui me permettait de subvenir aux besoins de mon fils. Qui vous a dit ça, monsieur Durand? Ai-je demandé, ma voix tremblante d'une rage froide. Il y a eu un silence pesant. Je ne peux pas vous le dire, Amélie. La discrétion est importante dans notre métier. Mais la personne semblait très bien vous connaître et s'inquiéter pour vous. Écoutez, je ne peux pas me permettre de prendre de risques avec les finances de mon entreprise. Je pense qu'il serait plus prudent de mettre notre collaboration en pause pour le moment. Après avoir raccroché, je suis restée assise, pétrifiée, le combiné encore serré dans ma main. C'était l'œuvre de Chloé. J'en étais absolument certaine. Elle ne se contentait pas de m'exploiter, elle essayait activement de me détruire. Saboter ma réputation professionnelle, menacer ma sécurité financière. C'était un niveau de méchanceté que je n'aurais jamais cru possible, même de sa part. C'était une déclaration de guerre. Franchement, je me suis sentie si seule et si démunie à ce moment-là. C'est une chose d'endurer les critiques, c'en est une autre de voir quelqu'un essayer de vous enlever les moyens de nourrir votre enfant. Dites-moi en commentaire, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi face à une telle trahison de la part de votre propre sœur? J'ai attendu que ma rage se calme un peu, puis j'ai appelé Chloé. Je n'ai pas crié. Ma voix était calme, glaciale, tranchante comme une lame de rasoir. C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as appelé monsieur Durand. Un petit rire a crépité à l'autre bout du fil. Un rire léger, amusé. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Mais si tes clients réalisent enfin que tu es dépassé par les événements, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça te laissera plus de temps pour t'occuper des choses vraiment importantes. Comme les rubans pour les chaises de mon mariage. La conversation était terminée. Elle avait avoué, sans même essayer de le nier, savourant sa victoire. J'ai senti un désespoir profond m'envahir. Comment pouvais-je me battre contre ça? Elle avait l'argent, le statut, le soutien inconditionnel de notre mère. Moi, je n'avais que mon travail et ma détermination, et elle venait de s'attaquer aux deux. Ce soir-là, je me suis réfugiée dans le bureau de ma mère pour terminer les cartons d'invitation. La maison était silencieuse. J'étais seule, entourée de listes de noms et de rubans de satin, me sentant plus misérable que jamais. Les larmes menaçaient de couler. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, essayant de retenir un sanglot. C'est alors que la porte du bureau s'est ouverte doucement. J'ai relevé la tête, m'attendant à voir ma mère venir me donner un autre ordre. Mais c'était Julien. Il se tenait sur le seuil, 2 tasses de café fumantes à la main. « Vous avez l'air d'avoir besoin de ça », a-t-il dit d'une voix douce. Il a posé une tasse devant moi. Nos doigts se sont effleurés. Une petite décharge électrique a parcouru mon bras. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'apportait pas seulement du café. Il apportait avec lui une révélation qui allait faire voler en éclats toutes mes certitudes. Je l'ai remercié d'une voix rauque, surprise par sa présence et par ce simple geste de gentillesse. Il s'est assis en face de moi, dans le fauteuil en cuir où mon père avait l'habitude de lire le journal. Un air sérieux sur le visage, il ne m'a pas pressé de parler. Le silence s'est installé, un silence étonnamment confortable, pas gênant. Il a simplement attendu, me laissant l'espace de respirer, de rassembler mes esprits. C'est beaucoup de travail, ai-je finalement dit, désignant d'un geste vague les piles de papier qui m'entouraient comme une forteresse. C'est plus que ça, a-t-il répondu, son regard direct et sans jugement. Chloé et Martine vous exploitent, Amélie. Je le vois bien. Ne vous sentez pas obligée de prétendre le contraire avec moi. Sa franchise m'a décontenancée. Personne n'avait jamais osé le dire à voix haute. J'ai haussé les épaules, un geste dérisoire pour masquer le tourbillon d'émotions en moi. Je ne suis pas aveugle, a-t-il continué. Ni sourd. La façon dont elle vous parle, le manque total de reconnaissance pour tout ce que vous faites. Ce n'est pas juste. Il a fait une pause, son regard se perdant dans le vague, comme s'il regardait une scène lointaine. Ça me rappelle des choses. Des dynamiques familiales que je connais trop bien. Il a bu une gorgée de café, semblant rassembler ses pensées. Ma question, l'autre soir, quand je vous ai demandé si on s'était déjà rencontrés.
Ce n'était pas une simple phrase en l'air. Plus je vous vois, plus cette impression est forte. C'est comme un souvenir qui refuse de remonter à la surface, un mot sur le bout de la langue. Il m'a regardé intensément, ses yeux noisettes cherchant quelque chose dans les miens. Est-ce que le nom d'Émilie vous dit quelque chose? Émilie Dubois? Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Émilie. Le nom a agi comme une clé, ouvrant une porte dans ma mémoire, une porte que j'avais gardée fermée à double tour depuis des années. Une vague d'émotions m'a submergée, la tristesse poignante, l'affection profonde, la nostalgie de sa mère. Émilie. 12 ans en arrière. J'avais 20 ans, je sortais d'une épreuve de santé qui m'avait fait voir la vie différemment, et j'avais décidé de faire du bénévolat à l'hôpital de Bayeux. C'est là que je l'avais rencontrée. Émilie. Une jeune fille de 16 ans, atteinte d'une leucémie agressive. Elle était brillante, drôle, sarcastique, pleine d'une vie féroce malgré la maladie qui la rongeait. Son lit d'hôpital était un chaos de livres, de carnets et de dessins. Nous étions devenus amies, des sœurs de cœur. Je passais des heures à son chevet, à lui lire des poèmes de Rimbaud, à écouter ses rêves de voyage en Patagonie, à débattre de philosophie et de films. Oui, ai-je murmuré, ma voix tremblante, à peine audible. Oui, je me souviens d'Émilie. Comment la connaissez-vous? Le visage de Julien s'est adouci, mais une profonde tristesse a voilé ses yeux, une douleur ancienne est toujours présente. Émilie était ma petite sœur. Le monde autour de moi a cessé de tourner. Les piles de papier, les rubans, la tasse de café, tout a disparu. J'ai regardé Julien, vraiment regardé, et soudain, je l'ai vu. Le jeune homme silencieux et un peu gauche de 18 ans qui était toujours assis dans un coin de la chambre d'Émilie, un carnet de croquis à la main. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était toujours là, une présence constante et aimante. Il dessinait des fusées, des planètes, des galaxies lointaines. Il était plus jeune, plus mince, ses cheveux étaient plus longs, mais c'était lui. Les mêmes yeux noisettes, le même air pensif. C'était toi. Ai-je soufflé, une main sur ma bouche. Tu es son frère. Le grand frère qui rêvait d'étoiles. Un faible sourire a étiré ses lèvres. Tu te souviens de moi? Je n'oublierai jamais Émilie, ai-je dit, les larmes me montant aux yeux. Ni sa famille. Elle a changé ma vie. Elle m'a appris ce que c'était que de se battre, de rire face à l'absurdité. Tu as changé la sienne aussi, a-t-il dit doucement. Je me sentais tellement impuissant. Je te regardais la faire rire, même les jours où la chimio la détruisait. Tu étais sa lumière, Amélie. Sa bouffée d'air frais. Il a marqué une pause, un souvenir traversant son regard. Une fois, tu as amené ton fils. Léo. Il devait avoir, à peine 2 ans? J'ai hoché la tête, n'arrivant plus à parler. Le souvenir était si vif. Le petit Léo, sur mes genoux, barbouillant une feuille de papier avec des feutres de couleur, sa langue entre les dents. Il lui a dessiné des étoiles et des planètes. Pour qu'elle puisse voyager, disait-il. Elle a scotché ses dessins sur le mur en face de son lit. C'était la dernière chose qu'elle voyait le soir et la première le matin. Elle l'appelait son petit astronaute. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler sur mes joues. Nous sommes restés assis en silence, unis par le souvenir de cette âme lumineuse que nous avions tous les deux aimée et perdue. Elle t'adorait, a murmuré Julien. Elle disait que tu étais comme la grande sœur qu'elle n'avait jamais eue. Elle disait que tu lui avais montré comment vivre pleinement chaque instant, même quand il n'en restait plus beaucoup. J'ai séché mes larmes avec le dos de ma main. Je n'aurais jamais pensé te revoir. Moi non plus, a-t-il dit. Sa voix était devenue plus basse, plus intense. Mais maintenant que je vous ai retrouvé, tout est différent. Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'un poids immense. Ce n'était plus le fiancé de ma sœur qui était assis en face de moi. C'était le gardien d'un passé que nous partagions. Un passé qui nous liait d'une manière que personne ne pouvait comprendre. Surtout pas Chloé. Cette révélation changeait tout. Absolument tout. Notre connexion n'était plus une simple impression, c'était un fait. Mais ce lien, forgé dans la douleur et l'amitié, allait-il devenir une source de réconfort ou la cause d'un conflit encore plus grand?
Les jours suivants ont été empreints d'une tension étrange et nouvelle. Un courant sous-jacent, un secret partagé, avait été établi entre Julien et moi. Nous n'en avons pas reparlé directement, mais c'était là, dans ses regards qui s'attardaient un peu plus longtemps, dans ses sourires discrets lorsqu'il me croisait chez ma mère alors que je m'occupais d'un détail de dernière minute pour le mariage. C'était un réconfort et une source d'angoisse à la fois. La situation était inextricable. J'étais la sœur de sa fiancée, la planificatrice non officielle de son mariage. Il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté. Pourtant, le souvenir d'Émilie nous enveloppait, créant une bulle d'intimité et de compréhension mutuelle au milieu du chaos et de la superficialité. Puis, une semaine exactement avant le mariage, mon téléphone a sonné. C'était Julien. Mon estomac s'est noué instantanément. « Amélie, il faut que je vous parle », a-t-il dit, sa voix inhabituellement urgente. « Julien, qu'est-ce qui se passe ? Un problème avec le traiteur ? » ? Non, non, rien de tout ça. C'est plus important. J'ai parlé à Chloé. Je lui ai dit que je voulais que vous soyez son témoin. Sa demoiselle d'honneur principale. J'ai failli en laisser tomber mon téléphone. Un silence abasourdi a suivi. Quoi ? Mais, pourquoi ? C'est absurde. Elle ne me l'a même pas demandé. Elle a déjà choisi ses 2 meilleurs amis. Je sais, a-t-il dit doucement. C'est moi qui insiste. C'est important pour moi, Amélie. Émilie croyait plus que tout en la famille. Elle aurait été dévastée de voir comment les choses se passent entre vous. Vous êtes sa sœur. Vous devez être à ses côtés. Vous comptez, Amélie. Vous avez toujours compté. Ces derniers mots ont résonné en moi, touchant une corde sensible que je croyais endormie depuis longtemps. Vous comptez. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ça. Cette simple phrase, venant de lui, a eu l'effet d'une vague chaude et puissante. J'étais submergée. Je ne veux pas causer de problème, Julien. Vraiment. Ce serait une catastrophe. Laissez-moi gérer Chloé et votre mère, a-t-il promis, sa voix pleine d'une assurance nouvelle. J'en fais une affaire personnelle. Dites simplement oui. S'il vous plaît. Pour moi. Et pour Émilie. Pour Émilie. Cet argument a brisé mes dernières défenses. Comment pouvais-je refuser ? J'ai hésité, le cœur battant, puis j'ai murmuré, d'accord. Je n'ai pas eu à attendre longtemps les retombées. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix n'était pas froide cette fois. Elle était glaciale, un iceberg de fureur contenue. Amélie, à quoi est-ce que tu joues ? A-t-elle sifflé, sans même dire bonjour. Maman, je peux t'expliquer. Chloé est en larmes. Elle est hystérique. Comment as-tu osé ? Après tout ce qu'elle fait pour toi, en te laissant participer à son mariage. Il fallait encore que tu te mettes en avant, que tu ramènes tout à toi. C'est maladif chez toi. L'injustice de l'accusation m'a frappé de plein fouet. Je n'ai rien demandé, ai-je répondu, ma voix tremblant de colère contenue. C'est Julien qui a insisté. Parle-lui si tu as un problème avec ça. Elle a eu un rire méprisant, un son laid qui m'a écorché les oreilles. Bien sûr. Le pauvre Julien. Tu as dû le manipuler, jouer ta partition habituelle de la pauvre victime, de la mère célibataire courageuse. Tu es incroyable de perfidie. Ne gâche pas le plus beau jour de la vie de ta sœur. Compris ? J'ai regardé par la fenêtre de mon petit bureau. Dehors, Léo jouait au football dans la cour de notre immeuble, son rire insouciant flottant jusqu'à moi. Il était mon ancre. Ma réalité. Il m'a donné la force de répondre. Si Chloé ne veut pas de moi comme témoin, elle est assez grande pour me le dire elle-même, ai-je dit, ma voix plus ferme, plus assurée que je ne l'avais jamais été avec elle. Je me retirerai sans faire d'histoire. Mais je ne me laisserai plus insulter. Tu ne peux pas. A-t-elle presque crié, paniquée. Julien l'a déjà annoncé à ses parents. Tu vas nous faire passer pour quoi ? Une famille divisée ? Tu vas nous humilier ? Non. Tu vas jouer ton rôle, tu vas sourire, et surtout, tu ne feras pas de vagues. C'est clair ? Elle a raccroché avant que je puisse répondre.
Je suis restée là, les mains tremblantes. J'étais prise au piège. Si je refusais, je passais pour la méchante qui humiliait la famille. Si j'acceptais, je devais endurer la haine silencieuse de ma sœur et de ma mère pendant toute la cérémonie. Mais ensuite, j'ai repensé aux mots de Julien. Vous comptez. Et j'ai pensé à Léo. Il méritait de voir sa mère la tête haute. Il méritait de voir que personne n'avait le droit de nous traiter comme des moins que rien. J'allais le faire. Pas pour Chloé, ni pour ma mère. Je le ferai pour moi. Pour Léo. Et pour le souvenir d'une jeune fille qui m'avait appris à me battre. La nuit avant le mariage, je n'ai pas dormi. Les mots de ma mère tournaient en boucle dans ma tête. Chloé ne m'avait ni appelé, ni envoyé de message. Son silence était plus blessant que n'importe quelle insulte. Était-ce une erreur monumentale? Allais-je regretter cette décision? Le jour du mariage est arrivé, baigné d'une lumière normande douce et pâle, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. La cérémonie avait lieu à la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Bayeux, un chef-d'œuvre d'architecture gothique dont les flèches semblaient percer les nuages. Tout était parfait, un décor de conte de fées pour le grand jour de Chloé. Des arches de roses blanches encadraient le portail, des rubans dorés flottaient au vent, une atmosphère de luxe et de perfection calculée. Je suis arrivée en avance avec Léo. J'avais trouvé une robe bleu ciel, d'une simplicité élégante, dans une petite boutique. Elle m'avait coûté une partie de mes économies, mais je voulais, pour une fois, me sentir à ma place. Mon but était de me fondre dans le décor, de ne pas attirer l'attention. Léo, adorable dans son petit costume cravate, me tenait la main, ses yeux brillants d'excitation. « Tu es super belle, maman, on dirait une princesse », a-t-il murmuré avec une admiration sincère qui m'a réchauffé le cœur. J'ai embrassé son front. « Toi aussi, mon champion. Tu es le plus beau des chevaliers. » Dans la sacristie, transformée en suite nuptiale improvisée, l'ambiance était électrique. Chloé était un tourbillon de tulle et de stress, entourée de ses deux demoiselles d'honneur qui s'agitaient autour de son voile comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Elle m'a à peine jeté un regard, sa mâchoire contractée par la tension. Martine était assise dans un coin, droite comme un i, dans son tailleur Chanel, ses yeux vifs comme ceux d'un faucon surveillant sa proie. « Cette robe » a-t-elle murmuré en me voyant, un pli de dédain au coin des lèvres. « C'est, très toi. » Le mot, simple, fade, était lourdement sous-entendu. J'ai souri, imperturbable. J'avais passé ma vie à être qualifiée de « terne » par ma mère. Ça ne me touchait plus. Puis le drame est survenu. Le coup de grâce qu'elles avaient sans doute planifié avec une précision diabolique. Alors que je tendais à Chloé une coupe de champagne, pour calmer ses nerfs, avait insisté Martine, une de ses amies l'a bousculée, accidentellement, en riant. Chloé a fait un mouvement brusque, et la coupe s'est renversée. Le liquide doré et pétillant a giclé en un arc parfait sur le devant de ma robe bleu ciel. Une grande tache sombre et humide s'est immédiatement formée sur le tissu délicat, ruinant la robe. Un silence de mort s'est installé. « Oh, mon Dieu! Amélie! Je suis tellement désolée », a crié Chloé, sa voix pleine d'une fausse panique qui sonnait creux. « Quelle maladresse! Tout est de ma faute. » Martine s'est levée, un petit sourire satisfait flottant sur ses lèvres. « Eh bien, tu ne peux pas rester comme ça. C'est une catastrophe. Heureusement que j'ai anticipé ta simplicité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Elle a sorti d'un grand sac de marque une robe de rechange. Une robe informe, d'une couleur beige indéfinissable, le genre de vêtements sans âge et sans style qu'on porterait pour faire le ménage ou aller au supermarché. C'était une humiliation délibérée. Un dernier acte de cruauté pour s'assurer que je me sente laide, pauvre et insignifiante le jour de sa gloire. Les demoiselles d'honneur ricanaient dans leur coin, échangeant des regards complices. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, une vague de rage et d'impuissance menaçant de me submerger. Mais je les ai ravalées. Pas question de leur donner cette satisfaction. Ce n'est rien, ai-je dit d'une voix égale, en prenant la robe insipide qu'elle me tendait. L'important, c'est que tu sois parfaite, Chloé. C'est ton jour. Je suis allée me changer derrière un paravent, le cœur battant la chamade. C'était leur dernier assaut avant la cérémonie.
Il voulait me briser. Mais en enfilant cette robe terne, j'ai senti une étrange détermination m'envahir. Il pouvait tacher ma robe, il pouvait m'humilier, mais il ne pouvait pas me prendre ma dignité. En entrant dans la cathédrale, la tête haute malgré ma tenue de rechange, j'ai remonté l'allée centrale. Les invités se retournaient sur mon passage, leurs regards curieux et un peu moqueurs. J'ai ignoré leur chuchotement. Mon regard était fixé sur l'autel. J'ai croisé le regard de Julien. Il a d'abord souri, puis son sourire s'est effacé en voyant ma robe. Il a froncé les sourcils, un éclair de confusion puis de compréhension passant dans ses yeux. Il a regardé Chloé, puis ma mère, qui se tenait fièrement au premier rang. Son visage s'est durci. Il savait. Il avait compris que ce n'était pas un accident. À cet instant, un lien silencieux s'est tissé entre nous, une reconnaissance mutuelle de la situation. J'ai pris ma place, le cœur un peu plus léger. Je n'étais plus seule dans cette bataille. La cérémonie a commencé. J'ai joué mon rôle à la perfection, souriant, tendant le bouquet au bon moment, arrangeant le voile de Chloé avec une grâce que je ne me connaissais pas. Je ne le faisais pas pour elle. Je le faisais pour moi. Dans le premier rang, Léo me regardait avec une fierté infinie dans les yeux. Il était mon ancre, ma force. La journée était loin d'être terminée, mais je savais maintenant que, quoi qu'il arrive, je n'étais plus la seule à voir la vérité. Et cela changeait absolument tout. La réception se tenait dans un magnifique château des environs de Bayeux, un de ces joyaux du patrimoine normand avec des douves, des tourelles et des jardins à la française. Des chandeliers en cristal pendaient des hauts plafonds à poutres apparentes, jetant une lumière scintillante sur les tables impeccablement dressées. L'air embaumait le parfum entêtant des lys et le son cristallin du champagne qui coulait à flots. C'était un tableau parfait, une mise en scène opulente pour le bonheur de Chloé. Un bonheur qui sonnait aussi creux que les armures de décoration dans le grand hall. J'ai fait de mon mieux pour rester en retrait, pour devenir une partie du décor, aussi fade que ma robe beige. J'observais Léo qui, à ma grande surprise, semblait passer un bon moment. Julien, fidèle à sa promesse silencieuse, l'avait pris sous son aile. Il l'avait présenté à quelques cousins de son âge et venait régulièrement s'assurer qu'ils ne se sentent pas seuls, lui parlant de football et de jeux vidéo avec un intérêt sincère. Chaque fois que mon regard croisait celui de Julien par-dessus la foule, il me gratifiait d'un sourire rassurant, un message silencieux qui disait « Je suis là. Je sais. Tiens bon. » Les discours ont commencé après le plat principal. Le père de Julien a porté un toast chaleureux et émouvant. Les amis du couple ont enchaîné avec des anecdotes drôles et légères. Puis, ce fut le tour de Chloé. Elle s'est levée, rayonnante dans sa robe de princesse, son verre de champagne à la main, savourant l'attention de tous. Elle a remercié ses beaux-parents, ses amis, et puis elle s'est tournée vers moi. Un silence s'est fait dans la salle, comme si tout le monde sentait que le vrai spectacle allait commencer. Et bien sûr, a-t-elle commencé, sa voix douce et sucrée comme un poison. Je dois remercier ma témoin, ma grande sœur, Amélie. Des applaudissements polis ont parcouru la salle. J'ai esquissé un sourire crispé, sentant tous les regards se tourner vers moi. C'est tellement courageux, n'est-ce pas, a-t-elle continué, et j'ai senti le venin commencer à poindre sous le sucre. D'élever un enfant toute seule. De continuer à se battre jour après jour, même quand on sait que personne ne voudra jamais vraiment d'un bagage comme celui-là. La salle est devenue silencieuse. Quelques rires gênés se sont fait entendre. Mon sourire s'est figé sur mes lèvres. Mon Dieu, elle était vraiment en train de faire ça. Ici, devant des centaines de personnes. Léo, à côté de moi, a cessé de manger son dessert. Il m'a regardé, l'incompréhension et la peine dans ses grands yeux. Je lui ai pris la main sous la table, la serrant fort. Elle a toujours été la discrète de la famille, a poursuivi Chloé, son sourire s'élargissant, cruelle et triomphante. La travailleuse, la sérieuse. Toujours là pour rendre service. Une vraie perle. D'ailleurs, si quelqu'un cherche à adopter. Elle a marqué une pause, savourant son effet. Non, je plaisante. Mais sérieusement, elle est toujours sur le marché, si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est les soldes, profitez-en. Cette fois, les rires ont été plus francs, plus cruels.
Des gens que je ne connaissais pas se tournaient pour me dévisager, certains avec une pitié humiliante, d'autres avec un amusement non dissimulé. Je sentais mon visage brûler. Je voulais disparaître, m'enfoncer sous terre. Je ne pouvais plus respirer. Je sentais tous les regards sur moi, mais je ne savais pas encore que le pire était à venir. Car ma mère, voyant que Chloé avait ouvert les hostilités, a décidé qu'il était temps de porter le coup de grâce. Elle s'est levée, a pris un autre micro que lui tendait un serveur complaisant, et s'est placée à côté de sa fille préférée, comme pour former un front uni contre moi. Chloé a tellement raison, a-t-elle glapi, sa voix stridente perçant le brouhaha. Notre Amélie a toujours été comme ça, fiable, mais un peu terne. C'est vrai qu'elle est d'occasion, avec un enfant en plus, mais même les articles de seconde main peuvent encore avoir de la valeur, n'est-ce pas? Il suffit de ne pas être trop exigeant. Qui est intéressé pour la ramener ce soir? Le rire a explosé dans la salle. Un rire bruyant, moqueur, qui m'a frappé comme une gifle en plein visage. Ma vision s'est brouillée. J'ai serré la main de Léo si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. C'était un cauchemar. Un lynchage public orchestré par ma propre mère et ma propre sœur. J'ai pris ma décision. C'était fini. J'allais me lever, prendre mon fils, et partir. Partir et ne jamais revenir. Je me fichais de la scène, je me fichais de l'humiliation. Je devais protéger Léo. Je devais me protéger. J'ai commencé à repousser ma chaise, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Mais avant que je puisse faire un seul pas, un bruit strident a coupé net le brouhaha général. Un bruit qui a fait taire tous les rires et a glacé le sang de ma mère et de ma sœur. Le bruit strident, c'était la chaise de Julien. Il s'était levé d'un bond, renversant presque son verre de vin. Son visage, d'habitude si calme et posé, était rouge de fureur. Ses mains étaient serrées en poing sur la nappe blanche. Le silence est tombé comme une chape de plomb sur la salle de bal. Tous les rires se sont éteints, toutes les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers lui. Chloé le fixait, son sourire arrogant s'effaçant pour laisser place à une incrédulité nerveuse. « Julien, mon amour, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, tu fais une scène, a-t-elle gloussé, essayant de sauver les apparences. Il ne lui a pas répondu. Il ne l'a même pas regardé. Il a contourné la table d'honneur d'un pas décidé, s'est approché de Chloé et lui a pris le micro des mains sans un mot. Il s'est planté au milieu de la piste de danse, un lion en colère au milieu de l'arène. Il a balayé l'assemblée du regard, un regard si intense que personne n'osait bouger, personne n'osait respirer. Sa voix, quand il a parlé, était basse, lourde d'une colère contenue, et elle a rempli chaque recoin de la pièce. « J'ai quelque chose à dire. » Chloé a tenté de rire. « Chérie, ce n'est pas le moment pour ton discours. » Il l'a foudroyée du regard, la faisant taire instantanément. « Ce soir, c'était censé être mon mariage, a-t-il commencé. J'ai écouté les discours, les toasts, les blagues. Mais la chose la plus importante dans un mariage, ce ne sont pas les fleurs, ni le champagne, ni même les vœux. C'est la vérité. C'est l'honnêteté. C'est le respect. Et ce soir, dans cette salle, je n'ai vu que des mensonges, de la malhonnêteté et un manque de respect total. Il a tourné son regard flamboyant vers moi. Mon cœur s'est arrêté de battre. Chloé a raison sur un point. Amélie est courageuse. Incroyablement courageuse. Sa voix s'est adoucie un instant. Tellement courageuse que, il y a 12 ans, alors que ma propre sœur, Émilie, était en train de mourir à l'hôpital, seule et effrayée, Amélie était là. Un murmure de stupeur a parcouru la foule. Les visages de Chloé et de Martine sont devenus livides. J'étais pétrifiée sur ma chaise, incapable de bouger, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Elle n'était qu'une bénévole, a continué Julien, sa voix se brisant légèrement sous le poids du souvenir. Une étrangère. Mais elle est devenue l'amie de ma sœur. Sa confidente. Sa lumière dans les ténèbres. Elle lui lisait des histoires, elle la faisait rire, elle lui tenait la main quand la douleur était trop forte. Elle a même amené son petit garçon, Léo, qui n'avait que 2 ans, pour lui dessiner des étoiles et des planètes afin qu'elle puisse s'évader de sa chambre d'hôpital. Les yeux de Léo se sont écarquillés.
Il a serré ma main plus fort, comprenant enfin de qui parlait cet homme. Julien s'est alors tourné vers Chloé et Martine, et son visage s'est durci comme de la pierre. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais oublié cette jeune femme au cœur immense. Et la cruauté, la méchanceté et le mépris que j'ai entendus ce soir de la part de la femme que j'allais épouser et de sa mère. Il a secoué la tête, le dégoût se lisant sur son visage. Je ne peux pas épouser ça. Je ne peux pas lier ma vie à cette noirceur, à cette jalousie maladive. Puis il a prononcé les mots qui ont fait l'effet d'une bombe atomique. Ce mariage est annulé. Le chaos a éclaté. Des exclamations, des verres qui se brisent. Chloé a poussé un cri perçant, son visage se décomposant dans une grimace de rage et d'humiliation. Martine semblait sur le point de s'évanouir, se tenant à la table. Mais Julien n'avait pas fini. Il a ignoré le tumulte. Il a marché droit vers notre table. Il a ignoré les regards choqués, les chuchotements. Il s'est agenouillé devant Léo. « Merci d'avoir été son petit astronaute », a-t-il dit doucement, sa voix pleine de tendresse. « Tu as rendu ma sœur très heureuse. Tu es un garçon formidable. » Puis, il s'est relevé et s'est tourné vers moi. Il m'a tendu la main. « Venez avec moi. » Ce n'était pas une question. C'était une évidence. Une bouée de sauvetage. J'ai pris sa main. Sa chaleur a chassé le froid qui m'avait envahi. J'ai pris la main de Léo. Et tous les trois, nous avons traversé la salle de bal. Nous sommes passés devant les invités stupéfaits, devant les larmes de rage de Chloé, devant le regard vide de ma mère. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous avons poussé les lourdes portes du château et l'air frais de la nuit normande nous a accueillis comme une libération. Derrière nous, nous laissions les ruines d'une vie de mensonges et d'humiliation. Devant nous, une page blanche. Pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer. Une nouvelle vie commençait. Et je savais, au plus profond de mon être, que nous ne serions plus jamais seuls. Nous avons fini dans un petit bistrot sur la côte, à Arromanches, à quelques kilomètres de là. Le bruit rythmé des vagues qui se brisaient sur les vestiges du port artificiel était la seule musique. Assis sur la terrasse en bois, sous une guirlande de lumière douce qui dansait dans la brise marine, nous étions silencieux. Léo, épuisé par le tourbillon d'émotions mais étrangement apaisé, s'était endormi, sa tête reposant sur mes genoux, son petit corps blotti contre moi. Je caressais ses cheveux, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Julien a été le premier à rompre le silence. Sa voix était rauque d'émotion. « Je suis désolée, Amélie. Tellement désolée. Pour tout. Pour l'humiliation publique, pour la façon dont elles vous ont traité pendant des années, pour ne pas avoir vu la vérité plus tôt. J'ai été aveugle. » J'ai secoué la tête, relevant les yeux de mon fils pour le regarder. « Tu n'as pas à t'excuser pour leur choix, Julien. Tu as fait quelque chose que personne n'avait jamais fait pour moi. Tu m'as défendu. Tu nous as vus, Léo et moi, quand tout le monde faisait semblant que nous n'existions pas. C'est plus que suffisant. C'est tout. » Il a regardé la mer, son visage tourmenté par la lueur de la lune. « Je te dois une explication. Sur pourquoi j'étais avec Chloé. Comment j'ai pu être si stupide. Je n'ai rien demandé, mais j'ai écouté. C'était une pièce du puzzle qu'il me manquait. Après la mort d'Émilie, j'étais perdu, a-t-il avoué, sa voix à peine un murmure. Un trou béant dans ma vie. J'ai quitté Bayeux pour Paris, pour fuir les souvenirs. J'ai rencontré Chloé lors d'un gala professionnel. Elle était vibrante, bruyante, pleine d'une énergie débordante. Tout ce que je n'étais pas. Elle m'a sorti de l'obscurité, du moins c'est ce que je croyais au début. C'était une distraction bienvenue, une fuite en avant. J'ai hoché la tête. Je comprenais le besoin d'évasion, le désir de remplir un vide par n'importe quoi. Mais c'était vide, a-t-il continué, comme s'il se parlait à lui-même. Notre relation était basée sur les apparences, les sorties, le statut. Elle ne m'a jamais posé de questions sur Émilie. Quand j'essayais d'en parler, elle changeait de sujet. Elle ne s'est jamais intéressée à ce qui comptait vraiment pour moi. Et la façon dont elle parlait de toi, de ta situation, il y avait une sorte de ressentiment, de jalousie malsaine.
comme si ta force tranquille et ta dignité étaient une offense pour elle. Il a soupiré, un son lourd de regret. Et puis je t'ai revu. Et tout s'est mis en place. Le souvenir d'Émilie, ta gentillesse, ta force. J'ai compris que j'avais passé des années à côté de la mauvaise personne, à essayer de remplir un vide avec du vent. Le lendemain, nous sommes allés au cimetière. Un petit cimetière marin qui surplombait la Manche, où les collines verdoyantes rencontraient la mer. La pierre tombale d'Émilie était simple, en granit gris, gravée de son nom et des mots « Notre soleil ». Julien a déposé un bouquet de marguerites blanches, ses fleurs préférées. Léo, sans un mot, s'est approché et a posé à côté des fleurs une petite pierre plate qu'il avait peinte la veille au soir, après notre retour. Un soleil jaune vif et des étoiles argentées. C'est pour que tu n'aies pas peur du noir, a-t-il murmuré à la pierre. J'ai vu les épaules de Julien tressauter. Il a posé une main sur la tête de mon fils, submergé par l'émotion. Elle aurait adoré, Léo. Elle aurait adoré. Nous sommes restés là, main dans la main, un trio improbable uni par le souvenir et un espoir fragile. 1 an a passé. La vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais osé imaginer. Aujourd'hui, je me tiens devant mon propre bureau, une petite vitrine charmante au cœur de la rue commerçante de Bayeux. Une plaque en laiton brillant, polie chaque matin, porte l'inscription « Amélie Conseil, comptabilité ». Julien m'avait non seulement prêté l'argent pour le dépôt de garantie, mais il m'avait surtout donné la confiance nécessaire pour me lancer. Ton talent ne doit plus se cacher dans un coin de salon, avait-il dit. L'entreprise prospérait. Ma réputation de comptable rigoureuse, honnête et bienveillante s'était répandue de bouche à oreille. Monsieur Durand était redevenu mon client, après m'avoir présenté des excuses confuses. Léo, qui avait maintenant 11 ans, était le capitaine de son équipe de football. Il était plus grand, plus confiant, plus bavard. L'ombre de l'insécurité que ma famille avait jetée sur lui s'était dissipée, remplacée par la lumière de l'acceptation et de l'amour. Julien était notre roc. Il avait quitté son grand cabinet parisien et avait rejoint un cabinet d'avocat local pour être avec nous. Il travaillait beaucoup, mais il ne manquait jamais un match de Léo, une séance d'aide aux devoirs, ou une soirée tranquille sur le canapé à regarder un film. Nous n'étions pas encore mariés, mais nous étions une famille, dans le sens le plus vrai, le plus profond du terme. Quant à Chloé et Martine, elles s'étaient effacées de nos vies. Le scandale du mariage annulé avait fait imploser leur cercle social. La carrière de Chloé stagnait, sa réputation ternie par son attitude. Martine m'avait laissé quelques messages vocaux, un mélange confus de demi-excuses et de reproches voilés. Je n'ai jamais rappelé. Mon cœur n'avait plus de place pour leur poison. C'était la veille de Noël. Le salon de notre nouvelle maison, une petite longère que nous rénovions ensemble, brillait des lumières du sapin. Léo dormait sur le canapé, épuisé par l'excitation, un sourire aux lèvres. Julien et moi étions assis près du feu, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Le silence était parfait, rempli de paix et de gratitude. Puis, Julien s'est tourné vers moi, un air nerveux et tendre sur le visage. Il a sorti une petite boîte de sa poche. J'ai attendu le bon moment, a-t-il dit, sa voix douce. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Que se passait-il ? Il a ouvert la petite boîte en velours bleu nuit. À l'intérieur, niché dans la soie, se trouvait un anneau délicat. Une bague vintage, probablement des années 30, avec une petite émeraude taille carrée qui scintillait à la lueur des flammes de la cheminée. Elle était simple, élégante et semblait porter en elle une histoire, une âme. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je ne pouvais détacher mes yeux de ce petit bijou qui semblait contenir toutes les promesses du monde. C'était la bague d'Émilie, a dit Julien, sa voix empreinte d'une profonde émotion. Enfin, pas vraiment la sienne. C'était celle de notre grand-mère. Émilie l'adorait. Avant de partir, dans ces derniers jours, elle me l'a confiée. Il a fait une pause, ses yeux noisettes ne quittant pas les miens, cherchant à lire au plus profond de moi. Elle m'a fait promettre une chose. Je me souviens de ses mots exacts. Elle était faible, mais sa voix était claire. Elle m'a dit, Julien, ne te perds pas dans le chagrin. Un jour, tu rencontreras quelqu'un. Donne-lui cette bague. Donne-la à la personne qui t'apprendra ce qu'est le véritable amour.
Pas l'amour passionné et bruyant qui fait la une des magazines, mais l'amour tranquille, celui qui guérit, celui qui construit. Donne-la à quelqu'un qui a un cœur aussi bon et aussi courageux que le tien. Des larmes ont commencé à brouiller ma vue. L'idée qu'Émilie, dans ces derniers moments, ait pensé à l'avenir de son frère avec une telle sagesse me bouleversait. Amélie, a-t-il continué, prenant ma main dans la sienne, sa paume chaude et rassurante. Cette personne, c'est toi. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une distraction face à la douleur, mais une force qui nous aide à la surmonter. Tu m'as montré ce que signifie être une famille, ce que signifie se battre pour ceux qu'on aime avec une dignité silencieuse. Tu as un cœur immense, le plus grand que j'ai jamais connu. Tu as pris soin de ma sœur quand elle en avait le plus besoin, et tu as pris soin de moi sans même le savoir. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant, mais c'étaient des larmes de joie, de libération, des larmes qu'il avait des années de peine et de solitude. Amélie, a-t-il murmuré, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire cette vie avec moi, officiellement? Veux-tu être ma femme, et me laisser être un père pour Léo? Je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'ai regardé Léo, qui souriait dans son sommeil, rêvant sans doute de son nouveau vélo. J'ai regardé la bague qui portait la bénédiction d'Émilie, ce lien incroyable entre notre passé et notre avenir. Et j'ai regardé cet homme merveilleux qui m'avait vu quand je me sentais invisible, qui m'avait entendu quand j'étais silencieuse, et qui m'avait aimé quand je pensais ne plus jamais mériter l'amour. Nous sommes déjà une famille, ai-je finalement réussi à dire à travers mes larmes, un immense sourire illuminant mon visage. Mais oui. Oui, 1000 fois oui. Rendons cela officiel. Avec des mains légèrement tremblantes, il a sorti la bague de son écrin et l'a glissée à mon doigt. Elle était parfaite. Comme si elle avait été faite pour moi. Dehors, la neige a commencé à tomber, de gros flocons silencieux qui enveloppaient notre petite maison et notre nouveau départ d'un manteau de lumière et de paix. Notre histoire n'est pas une histoire de vengeance, même si, je l'avoue, une petite partie de moi a trouvé une certaine satisfaction dans la déchéance sociale de ma sœur et de ma mère. Non, c'est une histoire de reconstruction. C'est une histoire qui prouve que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, celle qui est censée nous aimer inconditionnellement. Parfois, la vraie famille est celle que l'on trouve en chemin, celle que l'on choisit et qui nous choisit en retour. C'est celle qui voit nos cicatrices et qui nous aide à guérir, celle qui célèbre nos victoires et nous soutient dans nos défaites. C'est une histoire sur le courage de quitter un environnement toxique, même si cela signifie couper les ponts avec ceux qui sont censés être les plus proches de nous. C'est une histoire qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour trouver le bonheur et la paix que l'on mérite. Merci à vous tous d'avoir écouté mon parcours jusqu'au bout. Votre présence et votre soutien, même virtuel, signifient énormément pour moi. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché ou vous a donné de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu pour montrer votre soutien. Et surtout, j'aimerais beaucoup lire vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû faire face à un drame familial? Avez-vous, vous aussi, trouvé la lumière et une nouvelle famille après une longue période d'ombre? Vos histoires comptent, elles créent des liens et nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.